l'intelligence cachée du football. Qui veut prendre la parole en premier? Peut-être Mustapha, hein Candice, allez-y, prenez le micro devant vous. Intelligence cachée du football. C'est assez original déjà comme intitulé de colloque. Je trouve ça intéressant. Pour moi, le football, l'intelligence du football, pour moi, le football, c'est taper dans un ballon. Très clairement. C'est très simple. Après, qu'on joue, qu'on commence un petit peu à évoluer, qu'on passe les diplômes d'éducateur, on apprend davantage sur son sport, on comprend des choses sur la pratique, et au fur et à mesure aussi de l'histoire, et quand on perçoit un petit peu les différentes années, moi j'ai démarré le football en 98. Merci. Parce que grâce à cette Coupe du Monde, il y a eu des sections féminines qui se sont ouvertes, et je ne savais pas à l'époque que je pouvais jouer au football avec les garçons. C'est tout bête. Mais j'ai intégré un club de foot à l'âge de 16 ans, et grâce aux champions du monde, il y a eu de l'argent proposé au football amateur, et donc des sections féminines se sont ouvertes grâce aux hommes, grâce aux champions du monde. Et le football est devenu plus intelligent mécaniquement. Et justement, sur l'intelligence du football, pour moi, quand on apprend un petit peu à percevoir son sport différemment et à le tordre, mais sans en oublier l'essentiel et l'aspect pur foot, l'aspect jeu du jeu, je trouve que d'intégrer une femme à un colloque, c'est aussi une sorte d'intelligence. On est sur de l'ouverture. Ouvrir le football au monde, ouvrir le football à la mixité, ouvrir le football à la culture. On est sur à l'artistique, à toutes ces thématiques plutôt transversales aussi, et qui sont essentielles. Pour moi, on va sur de l'intelligence, c'est très généraliste, mais après je pense qu'on va aller sur des sujets très précis. Et je développerai un peu peut-être aussi le projet qui est Little Miss Soccer. Allez-y. Mais je ne veux pas non plus monopoliser la parole, mais je vais laisser parler mes petits copains. Non? On parlera après. Allez, Mustapha, l'intelligence cachée du foot. En parlant des femmes, les femmes ont très vite commencé à jouer au football dès le début du XXe siècle, lorsque ce sport s'est développé. Et dès les années 20, les femmes ont demandé à avoir des propres compétitions de football. Et à cette époque-là, le grand baron Pierre de Coubertin disait des femmes que si elles voulaient jouer au football ou si elles voulaient faire de la boxe, elles devaient les faire loin des spectateurs, parce que si les spectateurs venaient les voir, ce n'était pas forcément pour les regarder faire du sport. Donc voilà l'image qu'on avait des femmes à cette époque-là. Il a fallu attendre 1991 pour que la FIFA organise la première Coupe du Monde féminin. C'est tard. C'est tard. Et 96 pour qu'il y ait le premier tournoi olympique féminin. Donc il a fallu beaucoup de chemin. Et pour rebondir sur ce que disait Candice, le foot, c'est taper dans un ballon. Mais ce qui est bien dans le football, c'est qu'il n'est pas obligatoire d'avoir un ballon pour jouer au foot. Et c'est ça qui est assez formidable, c'est que c'est un sport qui est universel parce que tout le monde peut le pratiquer. C'est comme l'écriture. Tout le monde peut avoir un stylo, et où il n'est pas nécessaire d'avoir un stylo pour écrire. Mais après, est-ce que vous avez suffisamment de talent pour bien écrire? C'est la même chose pour le football. C'est-à-dire est-ce que vous êtes suffisamment fort ou intelligent pour jouer au football? Parce que tout le monde peut jouer au football. Mais est-ce que vous avez suffisamment de capacité à pouvoir finalement manier ce ballon? Et c'est ça l'intelligence du jeu, en fait. C'est l'intelligence du jeu, c'est l'intelligence du pratique, c'est l'intelligence de savoir comment je vais pouvoir garder le ballon, la passer. Voilà, c'est tout ça le football. Bernard est à côté de moi, je pense qu'il pourra aussi le dire. Donc ça c'est super fort dans ce sport. Et aussi le football, cette intelligence-là, c'est que pour moi, j'estime que c'est l'un des rares secteurs en France où la méritocratie fonctionne à plein pot. Je parle lorsqu'on est joueur. Parce qu'après, il y a d'autres anomalies, mais ça c'est propre à la France. Mais lorsque vous êtes joueur, si vous êtes bon, vous pouvez réussir. Si vous êtes bon dans votre entreprise, dans un journal, dans votre société, ce n'est pas sûr que vous puissiez évoluer au sein de votre entreprise. Mais si vous êtes fort dans le foot, je pense que vous pouvez évoluer d'une manière assez naturelle. Bernard Lama, micro. L'intelligence cachée du foot.
ça dit que le football, c'est frapper un ballon, c'est taper un ballon. Seulement, je pense que c'est plus que taper un ballon. C'est l'arrêter. C'est pas seulement ça, c'est aussi l'arrêter, mais c'est pas le taper n'importe comment. C'est-à-dire que dans ce qu'elle dit, on peut faire des digressions. C'est-à-dire qu'on peut taper de l'intérieur du pied, de l'extérieur du pied, du coup de pied, du talon. C'est-à-dire que en fonction, et ça complète, ça vient dans ce que disait Mustapha juste à l'instant, on doit faire le bon geste au bon moment. Donc ça veut dire qu'il faut une réflexion avant. Et on dit souvent que les sportifs et les footballeurs en général ne sont pas très intelligents, réfléchissent pas trop. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, dans le sens où tout le monde ne peut pas être footballeur professionnel. Sinon, il n'y aurait pas autant de déçus, d'une part. Et je dirais qu'ensuite, quand on est sur le terrain, il faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'il faut surveiller, il faut s'occuper du ballon, il faut s'occuper de l'adversaire, il faut s'occuper du partenaire, il faut s'occuper du public, il faut s'occuper de l'arbitre, des fois il faut s'occuper du temps, il pleut, il neige ou il y a du soleil, et tout ça en même temps. C'est-à-dire que quand on tape ce ballon-là, il y a eu avant ça tout un circuit mental qui s'est mis en route pour que ce ballon-là il soit tapé correctement et qu'il arrive là où il faut. Donc, oui, moi je pense qu'on peut parler d'intelligence. Après, ça va être une intelligence instinctive. C'est-à-dire que la répétition. Alors, dernièrement, on posait la question, je suppose que vous avez vu le match de mardi dernier qu'on a fait avec France 98. Super match. Puis après, j'ai réussi quand même à sortir 2 ballons, mais je ne sais pas comment j'ai fait. Et quand je suis sorti du match, on discute avec Thierry Henry, et il me dit « Ouais, Bert, t'as assuré ?» Je dis « Ouais, mais tu sais, je rigolais parce que je dis « Mais je ne sais même pas comment j'ai fait. » Et il me répond « C'est la mémoire. » Et tout de suite, ça a fait cling, ça fait tilt dans ma tête. Et quand il m'a dit ça, effectivement, pendant des années et des années et des années, ce sont des gestes que j'ai répétés. Des choses que j'ai répétées. Et effectivement, quand je revois les actions, je me suis simplement concentré sur mes appuis, sur mes pieds, de façon à avoir les appuis très courts et pouvoir partir immédiatement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le reste, après, je le fais naturellement, je le fais parce que mon corps a encore ce réflexe-là. Donc oui, on peut parler d'intelligence, et pas d'intelligence artificielle. Parce que là, on est dans une réalité, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, ça va extrêmement vite, encore plus quand on est en Coupe du Monde. Donc on n'a pas le temps de réfléchir au moment où le ballon, on doit le taper, en fait. Il faut que la réflexion soit anticipée, qu'elle soit avant. Donc c'est pour ça que quand vous regardez des matchs de football, dites-vous bien une chose, les garçons, ils ont peut-être tous leurs défauts, que le système leur a donné, parce que le système sort ces enfants-là, à 13 ans, ils sortent du système global, ils sortent de la famille, ils sont sortis du contexte social normal. Donc ce n'est pas anormal que de temps en temps, il y ait des dérapages, parce qu'on n'a pas une vie normale. On n'a pas la vie de monsieur tout le monde. On n'a pas les gamins à 13 ans ou à 16 ans, quand ils rentrent dans le centre de formation, ils n'ont pas la vie de monsieur tout le monde. Donc, autrement dit, et ils vont être formatés pendant des années et des années. Le club, qu'est-ce qu'il veut? C'est avoir un bon footballeur. Il ne veut pas avoir forcément un homme, il ne veut pas forcément avoir il veut un footballeur. Et c'est là où nous, on essaie d'apporter quelque chose en plus, parce que on pense que si l'homme est bien construit, le footballeur le sera automatiquement. Et tout ça, ça fait partie de l'intelligence, ça fait partie de ce qu'on appelle l'intelligence. Il y a des gens qui ont une intelligence instinctive, qui instinctivement font des choses, sentent les choses, et puis il y en a d'autres à qui il faut expliquer, d'autres à qui mettent plus de temps, mais une fois que c'est acquis, c'est acquis. C'est peut-être aussi les liens entre l'intelligence, le talent. Vous parliez de l'exécution du geste lorsque vous avez fait ces 2 arrêts avec France 98 la semaine dernière. On parlait tout à l'heure de la musique, il y a cette mémoire, peut-être ce talent et le travail qui est... On ne l'a pas vu là aujourd'hui, mais si on regarde les équipes sud-américaines, par exemple, si on regarde leurs échauffements, ils sont toujours en musique. Ils sont toujours en train de faire comment dirais-je, c'est rythmé par la voix, c'est rythmé par des claquements des mains, et ce sont des gestes répétitifs et qui sont faits en coordination, en fait. Donc le sport, le football en particulier, c'est aussi une musique.
Moi, pendant mes vacances, quand j'étais professionnel, je rentrais en Guyane, je m'entraînais. En fait, je n'avais pas m'entraîner à courir, parce qu'à un moment donné, j'avais compris que je n'aimais pas courir déjà, donc aller courir pendant les vacances, c'était un peu... c'était dur. Même si c'était sur la plage, mais en fait, j'avais compris à un moment donné qu'il suffisait que j'aille danser. Que j'aille danser notamment sur les danses folkloriques. Chez nous qui sont très saccadés, donc ça m'obligeait à faire des gestes, ça me pouvait à faire des choses et mentalement je me mettais j'étais à l'entraînement, c'est-à-dire que je ne dansais plus, c'est-à-dire que là je me mettais en accord avec les tambours et derrière voilà, pendant 2 heures je dansais, je faisais toutes sortes de gestes, toutes sortes de choses, ce qui fait que en fait j'avais un entraînement et que peu ou prou des fois ça m'arrivait de mimer certaines situations. En observant les danseurs classiques et en travaillant derrière avec une prof, j'arrivais à sortir mes bras au-delà de ce qu'ils pouvaient. C'est-à-dire que tout mon corps pouvait partir à gauche, mais si le ballon allait à droite, le bras il allait à droite. Donc c'était avoir comme le batteur à la batterie, vous avez les 4 membres qui sont disloqués, en fait, qui fonctionnent tout seuls, qui sont dissociés, merci. Et c'est ce que je recherchais parce que voilà, l'idée c'était de se préparer à ce que quelque chose qui ne doit pas arriver arrive et avoir la réponse. Donc c'est tout ça l'anticipation, c'est tout ça, et c'est tout ça l'intelligence du footballeur et du sportif en général. Parce qu'on parle de football, mais c'est valable dans n'importe quel autre sport. Ouais, on va y venir. Donc l'intelligence du sportif, c'est vrai qu'on a souvent dans les médias, dans la pensée commune, cette image un peu négative du footballeur qu'on n'imagine pas intelligent au départ ou capable de faire autre chose que de taper dans un ballon. Vous, Candice, quand vous êtes lancé dans le documentaire, est-ce que vous avez eu ce genre de réaction où vous dites mais qu'est-ce qu'elle va faire du journalisme ou du documentaire, c'est une footballeuse? Est-ce qu'il y a eu des préjugés négatifs, même ailleurs, dans d'autres contextes, dans d'autres occasions, du fait que vous étiez footballeuse? Alors, je crois que hommes-femmes, on joue le même sport, mais on n'est pas considéré pareil par rapport à cet historique que tu as évoqué tout à l'heure. Et parce que on n'est pas encore assez avancé en termes de structuration, il y a peu de professionnels encore. Il y a 2 clubs professionnels qui sont le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Il y a des clubs semi-professionnels, Montpellier, le PFC, qui est anciennement Juvisy. Et après, il y a des clubs amateurs qui se structurent et qui progressivement essayent de recoller un petit peu à la machine lyonnaise et parisienne. Et donc, nous, on est obligés, de toute façon, d'avoir un double projet qui nous permette de manger. On ne peut pas jouer au football et gagner notre vie à jouer au football. En tout cas, ça, c'était à mon époque, il y a quelques années, puisque j'ai arrêté il y a 6 ans. Et maintenant, ça commence un petit peu à changer, les mentalités changent. Et je défends souvent, moi, les footballeurs, parce que souvent, on entend dire, oui, ils parlent mal, ils sont pas intelligents, regarde au basket, ils parlent beaucoup mieux. J'essaye un petit peu de contrecarrer un peu cette idée-là en disant qu'il faut écouter un petit peu les interviews d'après-match, parce que finalement, les interviews d'après-match, c'est toujours la même chose, sont toujours les mêmes questions qu'on pose à des joueurs. Donc forcément, les réponses sont automatisées, c'est toujours la même chose. Et il y a un vrai travail qui est fait pour les joueurs de communication et d'éléments de langage. Ils sont préparés. Et donc les jeunes femmes, on est aussi peu à peu, elles sont aussi peu à peu préparées à ces exercices-là, puisqu'on tend aussi à raccrocher un petit peu le wagon. Mais en ce qui concerne le documentaire, parce que je suis partie en fait faire un tour du monde. Racontez-nous un peu. Je vais expliquer Little Miss Soccer, c'est un tour du monde pour filmer les jeunes femmes et les femmes qui s'émancipent grâce au football. Il y a un timing très intéressant qui est à venir avec l'accueil de la Coupe du Monde féminine en France en 2019, l'année prochaine. Donc il va y avoir ce point d'appui très fort
pour nous sur cette pratique sur le foot joué par les femmes. Et donc l'idée pour nous, c'était d'aller voir Vienne. Nous sommes allés les voir. On est allé voir les Brésiliennes, les Américaines et les Néo-Zélandaises, les Mexicaines. Enfin, on est parti faire un grand tour. On n'a pas terminé. Il faut qu'on aille faire la zone Asie et la zone Afrique également, puisqu'on a encore des sujets. Mais on traite ces sujets un peu sociétaux avec comme outil d'émancipation le football. Le football n'est pas au centre, mais autour, et va contribuer à l'émancipation de la femme. Et l'intelligence du football, il est là aussi, c'est-à-dire que le football, il est tellement puissant, et tu parlais d'universel, de sport universel. Effectivement, tout le monde peut jouer, et que tu sois péruvien en haut d'une montagne à 4000 mètres d'altitude, où on a joué en tenue traditionnelle, qui était extraordinaire, sur des sujets complètement différents, le soccer qui est ultra développé, un sport ultra développé aux États-Unis, parce que c'est dans la culture et que je pourrais en parler des heures, mais en tout cas l'intelligence c'est d'aller justement traiter de ces sujets-là, parce que le foot est tellement puissant pour accompagner la personne, peu importe que ce soit une femme, un petit, une petite, une ancienne. Je n'ai pas dit vieux, vieille, mais c'est puissant. En Afrique du Sud, on va aller voir les Granny Soccer qui jouent pour aller mieux en termes de santé. Donc voilà, on utilise le football comme un outil, et je crois que c'est ce qui se passe aussi un peu partout dans les différents projets que tu mènes. Et donc ça sort en 2019. Et oui, on est en passe de signer là avec un diffuseur. Et ça sera fin d'année 2018 et puis courant d'année 2019. Okay. Voilà. Bravo, félicitations pour ce beau projet. On entendait Dominique Rolland parler de ce point commun entre la culture et le sport, qui était la transmission de l'Institut Diambars, de réunir l'homme et le footballeur, qui est quand même au cœur de votre projet. Tout le monde n'est pas forcément au courant de ce que vous avez lancé. C'est pas normal, ça. Si. Non, mais en fait, bon, l'idée de Diambars qu'on a lancé avec Jimmy et moi, Jimmy Adjoli-Boko, en fait, à 28 ans, on s'est retrouvés dans le même club et on a commencé à réfléchir à notre après-carrière. Et on avait un point commun tous les deux, c'est l'éducation, l'éducation qu'on avait reçue. Et je pense que c'est ce qui nous a rapprochés. Et il s'est avéré qu'à un moment donné, on a voulu un peu rendre au football ce qu'il nous avait donné. Parce que moi, à 7 ans, j'ai découvert le football à travers la Coupe du Monde, à la télévision. C'était le Pelé de Brésil, 1970. Ça pouvait pas être, je pense que ça ne pouvait pas être mieux comme équipe. Parce que je pense que c'est une équipe qui a marqué plusieurs générations, et encore jusqu'à aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là, le football a été le fil rouge de ma vie, quoi, en fait. Et je ne travaillais à l'école que parce que ça me permettait d'aller jouer au football. Si je ne travaillais pas à l'école, j'avais pas de football, j'avais pas de droit au football. Je pouvais faire tous les sports que je voulais, mais pas le football. Donc je pense que mon père, il avait bien compris. C'est intéressant, ça. La vision de votre père vis-à-vis du sport était positive, mais vis-à-vis du football, elle n'était pas. Non, alors c'est-à-dire que lui ne voyait pas le sport comme étant un métier. Il voyait ça comme un moyen de divertissement, tout ce qu'on veut, d'éducation, de tout ce qu'on veut, mais certainement pas un métier, quoi. C'est vrai qu'après, à 18 ans, il a fallu faire un choix et aller contre le choix du père et faire mon choix. Donc, et ce choix-là, si je ne l'avais pas fait, je l'aurais regretté toute ma vie. J'aurais été un homme aigri, parce que je n'aurais pas fait ce que j'avais envie de faire. J'aurais exécuté ce que voulait que mon père fasse. Et je pense que c'est aussi ça le sport, le football, c'est la liberté de pouvoir faire. Et aujourd'hui, c'est, comme l'a dit Moustapha, c'est un sport qu'on peut faire sans avoir de ballon. On peut fabriquer un ballon avec des sachets de plastique ou une boule de papier qu'on entoure de plastique. On met on attache tout ça et ça roule. Et on joue avec. Donc, quand on veut jouer, on trouve toujours. On invente.
Et c'est ça l'intelligence aussi. Et aujourd'hui, Candice tout à l'heure parlait du football féminin, aujourd'hui, grâce au football, nous avons des femmes dans le monde qui vivent grâce... Alors moi je viens de la Guyane. En Guyane, nous avons beaucoup de villages amérindiens. Je peux vous garantir que les filles dans les villages amérindiens, la première des choses, la première activité, c'est le football. Parce que ce football-là leur permet de sortir de toute la pression sociale qu'elles ont là. Parce que bon, on est encore, comment dirais-je, dans des pratiques, je dirais, ancestrales. Et ces gamines-là subissent tout ça. Et aller sur le terrain de football leur permet d'évacuer. Donc on va aller dans tous les villages. Ça se passe en Guyane. Au Brésil, à Manaus, il y a une équipe d'Amérindiens professionnels. C'est-à-dire qu'ils sont en pleine brousse, en pleine forêt, mais ils sont professionnels de football. Donc, partout où on va trouver, on va trouver une balle pour pouvoir jouer, pour pouvoir communiquer. Parce que c'est un sport collectif, c'est-à-dire qu'en faisant une passe à un partenaire, on communique avec lui. Donc voilà, c'est tout ça. Pour moi, c'est l'intelligence du football, c'est tout ça. Hein. C'est tout ce que ça permet au niveau de notre société. C'est un lien. En fait, aujourd'hui, tout le monde était là. J'ai un ami qui m'a déposé tout à l'heure, il m'a dit ouais, il faut que je rentre, même à la crèche, tout le monde veut, il faut que j'aille chercher ma fille parce qu'à 4h30, tout le monde s'en va de la crèche, tout le monde va aller voir son match. Bon. Donc, et on a bien vu il y a 20 ans ce qui s'est passé en France, et on voit bien 20 ans après ce qui se passe. C'est-à-dire que cette victoire est toujours dans la mémoire collective, tant qu'il n'y en aura pas une autre qui aura un autre parcours, qui aura gagné. C'était la première. La première et la seule. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que ça a créé dans le pays. Qu'est-ce que ça a créé à partir de ce moment-là? Moi, je pense que les Français sont devenus des gagnants. Avant, on perdait tout. C'est très intéressant, ça, Bernard. L'image de l'équipe de France avant la Coupe du Monde 90 n'était pas terrible. L'image du foot non plus, mais ça va plus loin, ce que vous dites. C'est l'image de la France qui gagne. Nous étions un peuple de losers. On était les champions des matchs amicaux, vrai ou faux? Ceux qui suivent le foot. C'est clair. On était les champions des matchs amicaux. En matchs amicaux, on battait l'Allemagne, on battait le Brésil, on battait tout le monde. Et en compétition officielle, des fois même pas on arrivait à se qualifier. C'est la dimension psychologique. Je l'ai vécu, donc je peux en parler d'autant plus facilement. Donc, 98 arrive, boum, la bourse, 4 points derrière. 4 points. Les naissances, pic de naissance. Les naissances, les prénoms derrière qui arrivent. Donc, tout ça a une influence sur la vie. On refait un match 20 ans après, on pèse 2 tonnes aujourd'hui, on ne peut plus courir, on peut plus... Le stade, il a été loué en moins de 10 jours. On aurait eu le Stade de France, il aurait été sold out, complet, pareil. Et le stade a été loué en 10 jours, bien plus rapidement que pour les Rolling Stones. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que aujourd'hui le football a atteint les foyers, a atteint les maisons, est rentré à la maison. Et qu'à partir de là, c'était valable il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, mais à partir de là, on peut avec un environnement, avec des enfants, on peut travailler à partir de ça. On peut les aider à avoir une carotte, on va dire, et les faire avancer au fur et à mesure. Leur inculquer d'autres choses qui arrivent, qui font que dans un parcours, de toutes les façons, de formation, il y a des choses que l'on vous inculque, mais il y en a qui restent, il y en a qui ne restent pas. Et c'est tout à l'heure, c'est pour ça que je parlais de mémoire. C'est-à-dire que la répétition, aussi dans le football, dans le sport, on fait beaucoup de répétitions. Et la répétition, elle devient naturelle après. C'est pour ça que, après, quand on voit les matchs là, on voit les gars faire des trucs, mais il n'y a pas de hasard, parce que ça a été répété des milliers de fois. Moustapha, un regard peut-être sur cette dimension sociétale du foot. On reviendra ensuite sur le vecteur d'éducation incroyable qu'il propose, mais vous qui êtes journaliste, qui avez écrit, qui avez beaucoup réfléchi à ces questions-là, comment vous voyez la tendance évoluer, pas seulement depuis France 98, mais plus largement dans le monde? Le football a cette capacité de pallier une certaine carence des politiques. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de vivre ensemble, le football est capable de réunir des personnes opposées. Je veux dire, ça paraît tellement bateau de dire ça, mais c'est une vraie réalité. Parce qu'aujourd'hui, qui est capable ou quoi est capable de faire sortir des millions de gens dans les rues?
même des contestations sociales. Les Pokémon. Ouais, mais je parle de millions. Je parle de millions. Je parle pas de dizaines de milliers, je parle de millions. Pour être ensemble. Pour être ensemble, pour féliciter ses gars, etc. C'est aussi des moments comme les Jeux Olympiques où on peut aimer ses couleurs sans détester celles des autres. Je veux dire, c'est des moments qui sont rares. Donc le football, c'est ça. Le football, si on continue à parler de la condition féminine, dans certains pays arabo-musulmans où les femmes sont totalement opprimées, elles peuvent jouer au foot. Certes, elles ont un voile. Il y a cette scène incroyable dans le documentaire qu'on a tous vu il y a quelques semaines où vous croisez sur une plage au Maroc des filles et vous êtes étonné de les voir aussi bien jouer. Ça joue. J'étais pas étonné qu'elles jouent bien. J'étais étonné il y a 20 ans de voir au Maroc des filles sur la plage en short jouer au football. Donc ce qui démontre déjà, premièrement, l'esprit d'ouverture déjà qu'il y avait, mais l'impact du football il y a 20 ans au Maroc. Un pays qui aujourd'hui, qui il y a quelques années, enfin il y a 4-5 ans encore, avait plus de 60% d'analphabètes. Donc voilà, quand on voit ce qui se passe, même parfois en Afghanistan, avec le football, aujourd'hui il y a l'équipe d'Irak, aujourd'hui c'est pas d'Irak, d'Iran, c'est interdit pour les femmes en Iran d'aller au foot, par exemple. C'est encore interdit d'aller au football. Donc je pense que tout ça, leur participation, l'ouverture vers d'autres choses, le fait de voir d'autres femmes dans les stades et tout ça, va pousser les femmes en Iran, premièrement à pratiquer, parce qu'elles pratiquent avec le voile. C'est autorisé maintenant officiellement, donc ce qui permet, ce qui n'est plus un obstacle, donc ce qui permet une ouverture sur les pratiques, et on en verra de plus en plus pratiquer le football. Et comme l'a dit Candice, effectivement en France, il y a un mouvement qui est lancé, il y a une obligation pour les clubs professionnels d'avoir une équipe, donc tous les clubs de Ligue 1 ont une équipe de football féminin, donc ça va se... Après, il faut mettre quand même un peu de sous. Parce qu'on regarde toujours l'extérieur, mais on oublie effectivement qu'il y a encore quelques années, chez nous, le foot féminin n'existait quasiment pas. Je crois que la moyenne, ce que gagne en moyenne un joueur de Ligue 1, c'est environ 75 000 €. Et une femme, je crois, qui allait aux alentours de 3 500 €, je crois, quelque chose comme ça. Par mois. Donc, le gap, il est quand même assez... il y a encore beaucoup de choses à... Il n'est pas anormal non plus. Hein. Il n'est pas anormal non plus. C'est pas la même économie. C'est pas la même économie aussi. On n'est pas sur... Oui, c'est pas une question d'égalité salariale, c'est une question... Oui, non, on n'est pas sur les mêmes chiffres, on n'est pas encore... Mais tout ça parce que, si on va aux États-Unis, c'est complètement l'inverse. Et tout ça parce que dans notre société encore, on n'est pas encore intégré, et c'est le grand regret, et c'est là-dessus qu'on lutte, l'éducation par le sport. Là, on va aux États-Unis, ils ont leur sport majeur, plus le football. C'est-à-dire que le football, c'est le sport numéro 1 chez les filles aux États-Unis. C'est un sport qui est moins violent que leur sport classique, donc qui va attirer beaucoup plus de monde. Et quand on va à un match de football féminin aux États-Unis, on a 20 000, on a 30 000 personnes sans problème. Ce que l'on ne verra pas ici avec l'équipe nationale, par exemple. Donc il y a un gros écart. Et je pense que tout ça va aider le football, les femmes à s'intégrer encore plus. Et c'est là où le rôle du football et l'intelligence du football. Moustapha, on vous a coupé, mais voilà cette place du football dans la société, qui devient un peu un levier, un support de progrès en fait, dans de nombreux pays et quels que soient les lieux qu'on considère. Alors, moi, je voudrais juste apporter peut-être une petite nuance quand Bernard parle de son parcours. Je pense que sa génération, c'est pas la même qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que ça soit autant son père que par exemple les parents de la mère de Lilian Thuram. On ne pouvait pas savoir que le football allait prendre une telle importance. On n'aurait pas deviné qu'il y aurait autant d'argent dans le football. Sincèrement, je pense que ce n'est pas possible. Les parents étaient plutôt... ils voulaient que leurs enfants fassent des études pour qu'ils aient un bon travail. Aujourd'hui, les parents, certains, je ne généralise pas, mais c'est vrai que certains parents poussent leurs enfants à jouer au football parce qu'ils peuvent gagner beaucoup d'argent. Mais comme l'a dit Bernard, il y a quand même, les élus sont quand même assez rares, puisqu'il y a quand même 200 professionnels, je crois, qui jouent en Ligue 1 et en Ligue 2. Donc les places, quand même, coûtent très très cher. C'est plus dur que l'ENA. Entrer en Ligue 1, c'est...
Mais oui, parce que si vous voulez, il y a des millions de pratiquants. Bah oui, évidemment. Bah, d'une certaine façon, oui, puisqu'il y a des millions de prétendants. Il n'y a pas des millions de prétendants qui passent les nains, hein, je vous rassure. Hein. Donc voilà. Et ça permet aussi d'avoir une certaine ascension sociale, puisqu'on peut permettre à sa famille de bien vivre. Donc, comme je vous avais dit, ça vient pallier certaines carences politiques, c'est-à-dire que dans ce vivre ensemble, le football permet d'aller voir ses joueurs, d'aller rencontrer des gens qu'on n'aurait pas l'habitude de côtoyer. Et rien que ça, déjà, dans le football, c'est quelque chose à saluer et qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc, merci Moustapha. Donc, l'intelligence du foot permet énormément de choses, elle est un peu moins cachée pour nous maintenant. Et parmi toutes ces choses, Bernard l'a dit, c'est aussi un levier d'éducation, de transmission. Avant, on faisait du foot parce qu'on était décrocheurs scolaires. Aujourd'hui, le foot sert à fournir à chacun, à donner une éducation. Alors, je vais appeler, on va explorer un cas pratique vraiment très intéressant. Il s'agit du projet Diambars Arena, qu'on va découvrir en quelques minutes grâce à son instigateur, son président, Pierre Mbas, qui est à l'origine de cette soirée. Pierre, quelques mots sur le projet, et ensuite on aura Damien Le Sabre, votre directeur du développement, qui va nous expliquer comment ça marche et nous donner à tous envie de rejoindre cette initiative. Allez Pierre. Bon, Damien arrive, on est à deux. Alors, cette initiative, déjà je tiens à remercier le Centre des Arts et puis particulièrement Dominique Roland parce que c'est une très belle rencontre. On s'est rencontrés par le biais de la culture et notamment de personne ne le sait forcément ici, mais de toute la culture cubaine, afro-cubaine que moi j'adore. Et puis quand il a entendu parler du projet qu'on menait, il m'a dit mais il faut que tu viennes là, viens t'installer là. Et je lui ai dit il n'y a pas forcément de lien entre le sport et le football en particulier. Et il m'a dit, ben si, voilà. Donc je suis passé devant le jury, comme toutes les startups qui sont incubées ici au Numérique Lab. Et ça s'est très bien passé. Donc beaucoup de fierté d'être là, puis à bénéficier de l'accompagnement de toute l'équipe du Centre des Arts. Diambars Arena alors. Alors Diambars Arena, en fait le projet a été pensé initialement en 2007. Il s'appelait à l'époque Keep the Ball Moving, avec l'idée d'utiliser le stade comme objet d'apprentissage, alors qu'initialement on avait déjà pensé à un projet qui s'appelait Stade Sub, qui est un peu l'ancêtre de Diambars Arena, et qui lui utilisait plutôt le stade comme lieu d'apprentissage. Du stade physique. Hein, stade physique. Alors l'idée c'était de passer du stade physique au stade numérique, et en fait ramener les gamins dans un stade physique et les faire jouer sur un stade numérique. Et ce projet, on avait pensé à le développer, on a commencé à développer une maquette. C'était un peu lourd à mettre en place à l'époque, et les technos n'étaient pas encore suffisamment accessibles pour qu'on puisse le mettre en œuvre, donc on l'a suspendu, on l'a mis dans des cartons. Et puis il y a 3-4 ans, on a réalisé une étude de faisabilité qui nous a dit que peut-être que maintenant on était un peu plus mûr. Et de là, donc, on a réalisé un business plan et on a décidé donc, de lancer ce projet. La start-up a été créée l'année dernière et incubée depuis le mois d'octobre ici au Numérique Lab Anguien. Alors, l'idée de la conférence n'est pas forcément liée à Diambars Arena, mais comme on est dans un univers de culture, j'ai trouvé ça assez intéressant. Cette conférence, je l'ai pensée il y a 3 ans, en vue de l'Euro 2016. Je me disais, ça fait un bout de temps en fait qu'on est dans un pays qui aime les vainqueurs, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, hein. Donc on aime l'équipe de France 98 parce que c'est une équipe qui gagne, c'est la France qui gagne, mais on a tendance à un peu moins aimer les défaites et puis surtout le passage obligé pour arriver à la victoire. Et donc c'est un sport qui est à la fois le plus populaire et le plus décrié. Et je me disais, mais c'est assez incroyable le nombre de gens que je connais qui me disent moi le foot c'est bon, je ne regarde plus, ça ne m'intéresse plus, mes gosses je les inscris tous au rugby, au basket, au handball, mais c'est terminé pour le football. Et puis on s'aperçoit que les audiences continuent de monter. Alors je me dis, mais qui regarde, puisque tout le monde critique, il y a bien des gens qui regardent. Et en fait, on s'aperçoit que ceux qui critiquent sont quand même devant leur télé pour regarder les matchs. Ça veut dire que quelque part, ça continue à les passionner. Et donc, par provocation,
j'ai donc pensé à ce titre. Et puis quand j'en ai parlé quand même autour de moi à certaines institutions, je ne citerai pas forcément, elles me disent bah non, c'est quand même un peu provocateur d'utiliser ce terme-là. Et bon, là, l'opportunité s'est présentée, et je me suis dit que c'était une bonne opportunité de le faire pendant la Coupe du Monde, et puis surtout de bénéficier de la... bénéficier en fait du cadre dans lequel on est actuellement, et casser un peu cette idée reçue du footballeur idiot qui n'a rien dans la tête, etc. Et surtout que on s'est aperçu qu'il y a plein d'analogies qu'on peut faire entre le football, la pratique sportive, les matières scolaires, mais aussi, on en parlait tout à l'heure, j'ai reçu un article d'histoire. J'ai reçu un article du National Geographic, pas plus tard que cet après-midi, qui parlait de football et archéologie, où on remet un peu en question la primeur de la pratique du football en Angleterre, et on explique que c'était les Mayas qui déjà pratiquaient le football, et d'ailleurs ça terminait souvent très mal. Oui, c'est celui qui perdait la tête aussi. Voilà. Mais bon, voilà, ça veut dire que c'est pas tout à fait amical. Non, c'est pas très amical. Il fallait La France aurait pu être championne avec ses guillotines. Exactement. Donc voilà, et quand on voit tout ça, on voit qu'on peut parler d'archéologie, on peut parler d'histoire, donc on peut parler de culture. Je pense que le football, c'est une matière très très riche, et on s'est dit qu'on pouvait du coup l'aborder, sachant que Diambar s'appuie sur 3 piliers. Bon, on l'a peut-être pas rappelé tout à l'heure. Diambar s'appuie sur sport, éducation et rencontre. C'est vraiment le triptyque sur lequel s'appuient tous les programmes qu'on a mis en place jusqu'à présent. Bon, sport et éducation, j'ai l'habitude de dire que ça va de soi. Rencontre, c'est des rencontres, à la fois des rencontres sportives, mais c'est aussi des rencontres interculturelles. C'est des rencontres, c'est ouvrir des voyages, ouvrir aussi le football à d'autres disciplines sportives, parce que le football est souvent auto-centré. Le footballeur, il mange football, il dort football, etc. Donc ce qu'on veut, c'est aussi l'ouvrir à la culture, l'ouvrir à d'autres disciplines. Non, c'est vrai. Bernard n'est pas d'accord. On va faire un débat. Alors lui, il peut ne pas être d'accord parce qu'il a touché au tennis, au judo, etc. Mais ce sont des ovnis dans le football, Jimmy, Bernard et basket. Ce sont des ovnis. Il le dit pas, mais Jimmy vient de l'athlétisme. Bernard, il a touché à plein de disciplines sportives, comme ce qui se passe aux États-Unis. Et puis Patrick Vieira, qu'on n'a pas cité, mais qui fait partie des cofondateurs, a la particularité d'être un excellent basketteur. Et on a des images avec Steve Nash de lancer franc, c'est impressionnant. Ouais, donc tout ça, on n'en parle pas, les gens ne le savent pas. Et beaucoup de footballeurs ont une excellente culture et personne ne le sait. Personne ne le sait. Donc nous, on se dit, il faut, à travers les outils qu'on met en place, pouvoir transmettre en fait à la fois au grand public, mais aussi à d'autres secteurs d'activité, notamment le monde de l'agriculture, leur montrer que le football et le footballeur peuvent être ouverts à la découverte d'autres choses que simplement la pratique sportive. Alors concrètement, Diambar Arena, c'est quoi? C'est une application numérique? Alors Diambar Arena, je vais laisser Damien présenter. Diambar Arena, c'est une plateforme de jeux éducatifs et sportifs qui a pour principal objectif de, on va dire, réconcilier les jeunes sportifs avec les matières scolaires. Donc sportif ou passionné de sport, on va dire passionné de sport. Je comprends bien, on utilise le jeu, oui, le jeu vidéo, pour transmettre des savoirs avec le support pédagogique du football. Avec le support pédagogique du football. Alors, ça s'appelle un serious game. Des serious games, il y en a quelques-uns qui existent. Par contre, qui sont dans une enceinte sportive, je pense qu'on est les premiers à l'avoir pensé de cette manière. Alors, ce qu'on va découvrir avec Damien maintenant, je crois que vous avez préparé une petite vidéo pour nous montrer comment ça marche. Je vous invite à tous regarder ça parce que c'est vraiment assez prodigieux. Donc, avant de vous présenter l'outil, juste un petit retour en arrière, au-delà de la genèse, puisque Pierre en a parlé. Je pense que l'opportunité qui nous est offerte aujourd'hui est juste fantastique parce qu'on a un marché du jeu vidéo qui est en plein boom, vraisemblablement aussi dopé par le e-sport. Et parallèlement à ça, c'est moins une opportunité, mais on a malheureusement de plus en plus de jeunes qui sont soit en échec, soit en décrochage scolaire. Alors l'idée, c'est pas de toucher uniquement ces jeunes-là, c'est de toucher de manière un peu plus large l'ensemble des collégiens, lycéens qui sont passionnés de sport,
pour les reconnecter en fait avec les matières scolaires et pourquoi pas avec l'école. Donc on est vraiment sur un jeu, et qui dit jeu dit expérience utilisateur. Donc je pense que c'est important aujourd'hui dans la conception d'un jeu de travailler sur ce point-là. Donc on a une approche qui est à la fois ludique et pédagogique, parce que c'est pour moi la base. Une approche du jeu également par la réussite. Il n'y a rien de pire que quand vous rentrez sur un jeu, que dès que vous avez fait la première battle, vous êtes expulsé du jeu. Donc l'idée, c'est vraiment, a fortiori, parce qu'on est sur un jeu éducatif et qu'on peut toucher des populations qui ne sont pas très enclines à venir sur ce type de jeu, c'est de travailler autour de la réussite. C'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer sur le jeu par le niveau scolaire, mais par des questions tout à fait classiques qui vont mettre le joueur en confiance. On va lui donner la possibilité également de recommencer ce qu'il n'a pas réussi, ou en tout cas, il estime qu'il n'est pas satisfait de sa performance, il pourra la recommencer. Donc on est vraiment sur un cercle vertueux. Et on a également pensé à un système de gamification, puisque quand vous jouez, c'est pour gagner, que ce soit du sport ou autre chose. Et donc là, on travaille vraiment toute la partie gamification. Donc le joueur va pouvoir voir ses résultats, va pouvoir voir les gains qu'il a obtenus et sa progression dans le jeu. Donc je vous laisse découvrir. Alors c'est pas la version finale, hein, on est bien d'accord, c'est une maquette, c'est un document de présentation. Donc lorsque vous arrivez sur Jambars Arena, j'ai envie de dire comme sur toute plateforme, donc le jeu sera accessible multi-device, PC, tablette et smartphone. Vous êtes amené à renseigner un login, un mot de passe, et ensuite vous rentrez donc sur un premier écran dans lequel vous allez retrouver tout en haut à gauche vos informations de profil, donc votre photo ou votre avatar, votre niveau. Alors on n'est pas sur un niveau scolaire, hein, je le rappelle, c'est un niveau dans le jeu. Et ensuite, toute la partie gain, donc infrastructure, staff et expertise, sur laquelle je reviendrai. Et ensuite, vous avez différents points dans le stade, c'est ce qu'expliquait Pierre tout à l'heure. C'est qu'en fait, chaque point correspond à un élément du stade, et lequel élément est rattaché à une matière scolaire. Donc si on prend l'exemple de l'éclairage, pylône qui va éclairer le stade, quand on clique dessus, on se retrouve sur différentes thématiques autour de l'éclairage, donc l'électricité, corps humain, l'optique et ainsi de suite. Donc le jeune va pouvoir aller en cliquant sur électricité, ça va ouvrir une page dans laquelle on va retrouver des leçons. Donc sur le premier écran, on est vraiment sur des leçons, ce que je vais appeler les essentiels. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'il faut retenir pour pouvoir derrière répondre au quiz. Mais on a la possibilité, vous avez un plus et un moins, d'aller chercher de l'information complémentaire qui vont être autant de sources qui vont vous permettre de mieux répondre au quiz. Ce qu'on a souhaité, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'expérience utilisateur, c'est de travailler vraiment sur du contenu qui soit ludique, de la photo, de la vidéo, des expériences à reproduire chez soi en live, des tutoriels vidéo. L'idée, c'est pas de les remettre dans la classe, c'est vraiment de les sortir de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Et on essaye autant que faire se peut de raccrocher également au sport. Donc là, l'électricité, effectivement, pour éclairer un stade, une pile suffira pas, il faut une centrale électrique. Donc c'est ce principe-là. Et après, on donne la possibilité, si les jeunes veulent aller un peu plus loin, d'aller jouer en ligne sur des jeux qu'on aura identifiés, d'aller chercher des tutoriels vidéo, on peut les orienter vers des livres qui vont leur donner des compétences supplémentaires pour derrière pouvoir répondre à des quiz. Donc on a trois types de quiz. Deux qui vont exister très prochainement, qu'on a appelé quiz entraînement et quiz match amical, et dans un deuxième temps on aura les quiz compétition. Donc tous les quiz sont sur le même format, une vingtaine de questions. Donc vous répondez un maximum de questions et vous êtes récompensé. Donc les points d'expertise en fait sont un peu des jokers. Donc en fait, on est vraiment sur le cercle vertueux, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que plus vous répondrez à des questions, plus vous aurez de jokers, et plus vous pourrez progresser dans le jeu. Parce que lorsque vous êtes confronté à une question complexe, vous ne connaissez pas la réponse, vous allez pouvoir jouer votre joker, ce qui va vous permettre de répondre plus facilement. Les points d'infrastructure et de staff correspondent à ce que j'appelle moi les grandes masses scolaires, c'est-à-dire les matières scientifiques et les matières littéraires, parce qu'on connaît les petits malins qui se disent « moi je suis un champion en maths, donc je vais répondre uniquement aux questions de maths ».
Donc en fait, l'idée pour progresser dans le jeu, c'est de travailler sur les deux angles, le littéraire et le scientifique. Et donc l'infrastructure correspond à des matières scientifiques et le staff correspond à des matières littéraires. Donc vraiment, obligation d'aller sur ces deux matières pour pouvoir progresser dans le jeu. Une fois que, on va un peu trop vite sur la vidéo, une fois que le quiz est terminé, si on peut revenir juste un peu en arrière. Voilà. Donc une fois que le quiz est terminé, le score s'affiche. Et là, 3 possibilités. Quitter le quiz, rejouer ou valider. Alors si vous quittez le quiz, vos points sont perdus. Si vous rejouez, vos points sont perdus. Si vous validez le score, vos points sont acquis. Pourquoi on a fait ça? C'est qu'on disait tout à l'heure, on veut être dans un système de réussite, donner l'envie aux jeunes d'aller plus loin. Donc s'il a 33% et qu'il valide son score, à la limite c'est son problème. Mais il peut se dire, moi j'ai envie d'avoir plus de points, donc je ne vais pas valider ce quiz, je vais reprendre la leçon. Donc on est vraiment sur reprendre de l'information parce qu'on n'en a pas suffisamment pour répondre correctement. Et derrière, il va pouvoir rejouer. Cette réussite est hyper importante dans l'apprentissage. Et une fois qu'il a atteint le score qu'il désire, alors après ça peut être là en l'occurrence 66%, peut-être qu'à la limite le gamin va dire moi c'est bon, ça me suffit, je valide. Donc il aura une partie des... Alors je ne sais pas ce qu'il a gagné sur ce truc-là, si on peut avancer. Voilà, donc il a gagné 3 points d'infrastructure et 1 point de staff, peut-être qu'il aurait pu avoir 3 points de staff. Après c'est son choix, mais en tout cas l'idée c'est de lui donner les moyens d'avancer dans le jeu de manière efficace. Donc ça c'est le mode entraînement, donc vous jouez seul, vous vous entraînez seul, et ensuite on est en train de développer le volet match amical, où là en fait vous êtes soit convié par un ami, soit c'est vous qui envoyez une notification à un ami pour quelque part le provoquer en duel. Donc là, même principe, on est sur une vingtaine de questions, mais on est sur du multimatière. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas uniquement sur des maths, un questionnaire de maths, vous pouvez être sur 20 questions, 2 questions de maths, 3 questions de chimie, une d'histoire géo, et ainsi de suite. Et là, il y a une contrainte de temps, puisqu'en fait, au-delà du fait d'avoir la bonne réponse, il faut aussi que vous soyez le plus rapide. Donc vous avez vous voyez, on essaye d'avoir alors c'est pas la version finale, mais l'idée c'est un peu ça, c'est de faire visualiser la progression. Donc à partir du moment où vous allez répondre à une question, le ballon va soit avancer, soit reculer. Donc là, on va faire le truc, voilà. Le ballon recule. Donc soit j'ai mauvaise réponse, soit j'ai pas été suffisamment rapide. En tout cas, mon adversaire a été plus rapide que moi. Et j'ai répondu à la dernière bonne question. Bravo, c'est moi qui ai gagné. Voilà. Donc ça, c'est ces 2 outils, donc le mode entraînement et le mode match amicaux, sont impératifs, enfin sont importants, puisqu'en fait, je vous disais tout à l'heure, on a l'intention de développer des systèmes de compétition. Et pour pouvoir participer à ces compétitions, il faudra automatiquement avoir un certain niveau. Donc vous ne pouvez pas intégrer une compétition si vous n'avez pas atteint le niveau 3 par exemple. Donc ça oblige le jeune à s'entraîner, à aller régulièrement sur la plateforme, parce qu'on souhaite vraiment créer à la fois de l'intérêt mais également de l'assiduité. Ces compétitions, donc on est à échéance, on va dire 1 an. On envisage, et ça fait partie de notre modèle économique, de les commercialiser auprès de marques. Pour elles, c'est un bon moyen, je dirais, de mettre en avant leur engagement en termes de RSE et en particulier sur l'éducation. Et puis pour le joueur, c'est une autre forme de récompense. Il y a certains joueurs qui font des jeux vidéo uniquement pour progresser dans un jeu, et il y en a d'autres qui font des jeux vidéo pour pouvoir éventuellement gagner des cadeaux, quoi. Donc c'est pour une marque la possibilité de faire gagner des équipements, des places de match, des goodies et ainsi de suite. Donc voilà un peu le principe. On peut passer peut-être la slide d'après.
Non, on voulait parler du modèle économique, peut-être des. Alors, des le modèle partenaires. économique, donc on en a parlé, effectivement, le sponsoring de nos compétitions. Et l'autre source, alors on a plusieurs sources de revenus, mais les deux principales, c'est effectivement le sponsoring des compétitions et les licences, puisqu'en fait le jeu ne sera accessible que par des licences utilisateurs. Donc ils seront commercialisés. Alors l'idée c'est que la licence soit gratuite pour le jeune, parce que déjà qu'on va lui donner un outil pour entre guillemets progresser à l'école, si en plus on lui demande de payer, vous êtes sûr qu'on n'aura personne. Donc l'idée c'est plutôt effectivement qu'on puisse commercialiser par l'intermédiaire, je sais pas, des fédérations, des ligues, des clubs professionnels, des missions de lutte contre le décrochage scolaire. Enfin voilà, on a beaucoup d'idées autour de ça. Mais en tout cas, la licence sera gratuite pour le joueur. Donc voilà, donc les deux sources de revenus, c'est ça, c'est la licence et le sponsoring des compétitions. Merci beaucoup Pierre et Damien, vous avez resté avec nous pour la fin. Merci à tous les partenaires qui soutenaient ce magnifique projet. Peut-être, ça vous appelle peut-être une réaction, Mustapha, Candice, Bernard, vous connaissez déjà bien le sujet. Est-ce que ça vous semble intelligent? Et pas caché. Pas caché. Et pas caché, ouais. Je suis très favorable à ce genre de jeux qui sont des outils, j'allais dire clés en main pour favoriser justement le double projet. C'est ça aussi. C'est pas il n'y a pas que le football, et puis il faut aussi un projet à côté, et le projet à côté, il faut se le créer, et puis il faut aussi accompagner les jeunes dans cette que ça ait du sens en fait, que leur pratique ait du sens et qu'ils comprennent aussi les choses à travers ces outils-là. Je trouve que ça a vraiment du sens pour le jeune de se dire ok, comment s'allume le stade, c'est quoi ma pratique et comment ça fonctionne, mais à la base en fait. Donc je trouve ça très intelligent que de faciliter l'accessibilité à l'intelligence. Mustapha, on va peut-être retrouver des questions de vos ouvrages dans ce... dans mes ouvrages, il n'y a pas les questions sur les équations, la consommation électrique des stades. Des questions d'histoire sportive. Plutôt des questions d'histoire, mais on ne peut que souscrire sur ce fabuleux projet, d'autant que c'est important de mettre du jeu dans l'éducation, parce que ça permet, c'est un accélérateur de savoir et d'assimilation des connaissances. C'est important. Il y a un professeur qui a fait un tabac sur YouTube parce qu'il s'est mis à rapper des équations mathématiques, et leurs élèves, ça leur a permis d'apprendre beaucoup mieux. Donc en s'emparant du football et de tous les éléments liés à ce sport, autant le stade, que ça peut être le béton, ça peut être la consommation d'eau, ça peut être la pelouse, ça peut être le matériau des cages, des filets. Je veux dire, honnêtement, ça touche toute la société, ça touche toutes les couches de la société. C'est vaste. Ouais, une petite précision pour rejoindre ce que disait Mustapha, c'est que l'idée, c'est pas de venir, entre guillemets, faire concurrence à l'éducation nationale. Au contraire, ce qu'on souhaite justement, c'est qu'on puisse être sur un mode collaboratif avec l'éducation nationale. Le digital, c'est pas la solution. C'est pour moi un levier complémentaire d'apprentissage, mais en aucun cas, on est là pour se substituer à l'éducation nationale. Et au contraire, on souhaite vraiment que, puisque l'idée sous-jacente, c'est d'avoir un produit qui soit ce qu'on appelle open source, où l'enseignant va pouvoir lui-même produire son contenu pour ses élèves, ou éventuellement nous le soumettre de manière à ce que derrière, une fois que c'est validé, il soit à disposition de l'ensemble de la communauté, ce qui va nous permettre d'augmenter le nombre de quiz et donc le nombre de questions. Enfin voilà, on est vraiment toujours dans cette idée de cercle vertueux. Pierre, peut-être? Oui, et puis pour rebondir sur ce que vient de dire Damien, on s'est aperçu que dans le corps enseignant, il y avait énormément d'enseignants de matières qui n'ont rien à voir a priori avec le sport, qui sont passionnés de sport et qui essayent, en tout cas, de transmettre leur passion à travers leur matière, à travers leur passion. Et aujourd'hui, ces enseignants ne disposent pas forcément d'une plateforme sur laquelle ils peuvent transmettre en fait ce savoir. Donc l'idée de l'open source, c'est naturellement pour leur permettre de partager cette passion avec tous les élèves. Bien, merci et vraiment bravo pour ce beau projet. Bernard, un mot sur le dernier mot.
Oui, moi je vois Dominique en face de nous, je pense aux arts numériques. Aujourd'hui, on a des enfants, moi je m'occupe de gamins en Guyane, hein, des gamins qui ont entre 11 et 13 ans, les U13, ils sont complètement déphasés avec la réalité. Ils sont complètement déphasés avec la réalité. Et à tout niveau, au niveau motricité, au niveau coordination, l'enfant n'arrive pas à envoyer la jambe derrière, taper le ballon et laisser la jambe partir. Donc, tout le développement cognitif. Tout simplement pourquoi? Parce que ces enfants-là passent leur temps dans des jeux vidéo. Mais des jeux vidéo qui, à l'arrivée, in fine, ne leur apprennent rien du tout. Désintègrent le cerveau, déstructurent en fait le cheminement intellectuel. D'accord? J'ai trouvé un gamin, une fois on a organisé une épreuve de penalty, après l'entraînement, chacun doit shooter un penalty. Ce gamin-là avait quand même quelques difficultés. Il a réussi son premier penalty. La seule différence, c'est qu'il s'est arrêté dans sa course d'élan. Donc moi, je lui ai dit, non, ton penalty n'est pas valable. Alors il était catastrophé, parce que ça voulait dire recommencer, re-shooter. Il ne savait pas s'il allait être capable de... Et il a re-shooté, il est venu me voir en rouspétant. Ouais, mais monsieur, machin, monsieur, j'ai fait ci, mais dans FIFA... Ah, j'ai dit, j'ai dit justement... Voilà le problème des enfants aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, ce que je constate, c'est qu'ils sont en train de jouer. Ils viennent sur le terrain après avec l'idée qu'ils vont faire les mêmes choses. Sauf que ça passe pas du cerveau, ça passe pas des mains aux pieds, donc en passant par le cerveau, quoi. Donc on se retrouve avec des enfants qui pensent être capables de faire des choses, mais qui sont en fait incapables de faire la chose, parce que ben justement, il n'y a pas eu ces répétitions-là permanentes, il n'y a pas eu ces choses. Donc, moi, je me dis qu'avec ce jeu-là, on peut justement passer du virtuel au réel. C'est-à-dire ramener les enfants vers le réel. Le virtuel, c'est une chose. C'est une chose que de créer un avatar. Mais l'avatar, il ne va jamais réaliser. Il faut que l'homme soit derrière lui pour qu'il réalise, quoi. Il ne va jamais le faire tout seul. Et avec ce jeu-là, moi, c'est là que je vois l'interaction avec les enfants, avec leur cerveau. En fait. On a Dominique Roland qui est revenu parmi nous. Peut-être un petit mot sur Diambars Arena, que vous avez fait le choix d'accueillir ici, dans l'incubateur. Entendez ce que vous disiez au début, ça nous inspire des choses bien. Moi, je crois qu'il y a une mutation qui est en train de se faire par rapport aux jeux vidéo, mais par rapport à tout ce qui est utilisation des techniques 3D en images. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, il y a 3 ans, on faisait de la simulation, de la capture des doublures. Vous savez, vous faites une doublure d'un personnage, d'un acteur, et vous avez des temps de post-production. Aujourd'hui, nous sommes sur le temps réel. Ça veut dire que vous jouez en direct. Donc ça veut dire que vous jouez avec votre corps, mais vous avez votre avatar qui peut jouer ailleurs. Donc ça veut dire que vraiment Bernard a dit quelque chose d'essentiel, c'est qu'aujourd'hui on revient à la relation aussi réelle, physique, et on switch constamment avec notre cerveau entre le monde virtuel et le monde réel. Et ça, c'est la question centrale de la société de demain, de la société dans 20 ans, c'est-à-dire d'avoir cette capacité critique de penser le monde à la fois entre monde virtuel et monde réel, mais de vivre le monde réel et d'avoir cette capacité de voyager en même temps. Voilà. C'est l'imaginaire, et en même temps, je crois que le sport est là, et en particulier le football, pour nous montrer que ça se joue collectivement. Merci Dominique Roland. Bon, alors on arrive dans la dernière période de ce match très amical. Des séances de questions-réponses. Nous avons le privilège d'accueillir nos intervenants qui sont quand même très prestigieux. J'espère que vous avez des questions, s'il vous plaît. Allez, qui se lance? Qui n'a pas peur? C'est intimidant à chaque fois de moi. Alors, levez-vous, présentez-vous. Non, vous n'avez pas? Oui, bonsoir. Moi, j'ai une question sur le niveau scolaire de Diambars Arena. C'est lequel? Ça touche quelle tranche d'âge?
Alors, Très intéressant. Alors, Damien l'a dit tout à l'heure, en fait, on ne se base pas sur le niveau scolaire. On va démarrer d'un niveau 1. Pourquoi on ne se base pas sur le niveau scolaire? Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des gamins qui sont en classe de 3e et qui peuvent avoir le niveau 5e. Donc si on positionne le jeu au niveau de la classe de 3e et que le gamin commence à jouer et qu'il est bloqué, il ne revient pas sur le jeu. Donc l'idée, c'est pas de les sanctionner, au contraire, c'est de les encourager. Donc on part d'un niveau 1, et si il estime que les leçons sont déjà intégrées, une fois qu'il attaque le quiz, il passe la leçon et puis il démarre son quiz, et il passera au niveau 2, et ainsi de suite. Et une fois qu'il est au niveau de participer à la compétition, il ne va pas s'étalonner par rapport à son niveau scolaire, mais par rapport à son niveau de savoir et d'apprentissage. Voilà. Après, l'âge, c'est secondaire, donc c'est la 6e en terminale, c'est plutôt du 11-19 ans.